Dans le monde entier, des millions de femmes et de jeunes filles sont victimes de stigmatisation, d'exclusion et de discrimination à cause d'une fonction corporelle parfaitement naturelle, les menstrues. Les informations erronées et les attitudes négatives concernant ces menstrues limitent le potentiel de ces femmes et de ces jeunes filles. Pourtant, la santé menstruelle est aujourd'hui un droit humain au-delà de la santé. Mesdames et messieurs, chers habitués des EPGM Barreau, bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial Journée internationale de l'hygiène menstruelle réalisé avec l'appui technique et financier de l'UNFPA. Pour discuter de ce sujet considéré comme tabou, nous sommes aujourd'hui avec Dr Saouda Toutal, gynécologue obstétricienne au centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako. Docteur, bonjour et bienvenue. Également, Dr Oumou Sidibé du ministère de la Santé et du Développement social. Et de l'autre côté, nous avons une jeune dame dynamique, Sira Touré, jeune activiste et social changemaker pour la promotion de la santé, de la reproduction et de la planification familiale au Mali depuis 2016. Elle a évolué dans plusieurs organismes humanitaires nationaux et internationaux en tant que porte-étendard de la jeunesse. Enfin, nous avons un imam Issa Traoré, professeur d'enseignement secondaire, membre de RIPOD, membre du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, coordinateur national du Conseil interreligieux pour la paix au Mali et secrétaire général de l'Union des jeunes musulmans au Mali. Bonjour à tous et bienvenue dans EPGM Barreau. Alors, on va commencer par parler des menstrues de manière générale. Et pour ce faire, on va commencer par Dr Saoudatou, à qui j'aimerais bien poser la question de savoir ce en quoi consistent les menstrues dans le corps d'une jeune fille et aussi à quel âge ces menstrues apparaissent généralement chez la jeune fille. Docteur? Je vous remercie. Pour parler des menstrues, je dirais que les menstrues sont des pertes sanguines qui sont physiologiques, c'est-à-dire qui sont normales dans le fonctionnement du corps humain, du corps de la femme et de la fille. Ces règles surviennent de façon périodique, c'est-à-dire mensuelle, chez la fille et la femme qui est en période d'activité génitale. Quand on parle de période d'activité génitale, il s'agit en fait de l'âge de 15 à 49 ans au Mali, mais les règles surviennent très souvent chez la femme à partir de 12-13 ans, continuent toute la vie durant pour s'arrêter à l'âge de la ménopause qui est 49-50 ans. Ces règles sont constituées essentiellement dans 3/4 de sang, dans 1/4 d'eau. Et dans la composition des règles, nous avons également des cellules vaginales qui sont desquamées. Nous avons du mucus. Il s'agit en fait de sécrétions biologiques qui proviennent du col de l'utérus et de l'endothélium de la cavité utérine. Nous avons également des polynucléaires, des bactéries, ainsi que des débris de l'endomètre. Vous allez trouver que c'est des termes qui sont un peu spécifiques. Oui, les termes leur appellation simple est un peu souvent difficile. Après la composition des règles, nous vous disons que les règles connaissent des variations dans la vie de la femme. Et ces variations surviennent en termes de quantité, en termes de périodicité et en termes de durée. Pour aborder par rapport à la quantité, il y a des femmes chez qui les règles sont de petite quantité. Et il y en a aussi qui voient les menstrues qui sont de grande quantité. Et ça, c'est des modifications physiologiques qui ne sont pas graves. En termes de périodicité, il y a des femmes qui ont des cycles longs comme il y en a qui ont des cycles courts. Et en termes de durée, il y a des femmes qui font 2 jours de règles comme il y en a qui peuvent aller jusqu'à 10 jours. D'accord, merci beaucoup, docteur. Rapidement, avant de donner la parole à la plus jeune certainement du plateau, j'aimerais aussi savoir, c'est que en Grange, en fait, je vais dire, il y a certaines jeunes filles, en fait, pendant les règles, qui ont vraiment des douleurs. Est-ce que ces douleurs-là sont naturelles ou normales, on va dire? Les douleurs menstruelles font partie des anomalies du cycle menstruel. En plus de ce qui est physiologique, nous avons également des anomalies qui sont constituées par l'absence de règles qu'on appelle aménorrhée. Il y a les métrorragies, les ménométrorragies qui sont des règles qui surviennent de quantité abondante.
Et il y a également les dysménorrhées, qui sont les douleurs qui surviennent pendant les règles. Pour répondre à ta question, je dirais que les dysménorrhées ne sont pas du tout normales et que toute anomalie du cycle menstruel nécessite une consultation dans un service de santé. Donc, les douleurs ne sont pas du tout normales pendant les règles. D'accord. Ben, merci beaucoup. On en apprend aujourd'hui. Je vais donner la parole à Sira pour savoir si réellement aujourd'hui, les jeunes filles sont informées sur les menstrues. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, de femmes qui font face à de la stigmatisation, de l'exclusion sociale. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que jeune fille ou femme? Nous allons prendre aujourd'hui cette étiquette de jeune fille. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et c'est une problématique, on va dire, de santé majeure. Qu'est l'information par rapport à l'hygiène menstruelle par rapport aux jeunes filles. Au Mali, je prendrai l'exemple ici dans ma communauté au Mali, les jeunes filles ne sont pas informées et au contraire, elles sont victimisées et stigmatisées quand il s'agit d'hygiène menstruelle. Comme vous avez eu à l'énoncer ultérieurement dans votre introduction, c'est un phénomène tout à fait normal qui survient à un moment, c'est un passage, une nouvelle étape dans la vie de la fille ou de la jeune fille. Alors, par rapport à l'information, les jeunes filles, on va dire, il y a cet aspect culturel de préservation des mœurs qui empêche, on va dire quelque part, les parents d'aborder cette thématique si importante aux jeunes filles. Donc, cela va engendrer quoi? La jeune fille n'est pas informée et elle va peut-être aller, je prends un contexte très évident qui arrive chaque jour. Je viens par exemple, on passe beaucoup de temps à l'école à cette période entre l'intervalle de l'âge 10-15 ans, à peu près 5 jours sur 7, et on y va et bim, survient, on va dire, le thème tabou, on n'en parle pas. Mon pagne est taché de sang, malheureusement. Et là, je suis directement stigmatisée. Ah, celle-là, elle a ses règles. Ah, celle-là, elle a ses règles. Voilà, c'est ça. Il faut démystifier cela. Et directement, la jeune fille se sent recluse, rejetée. Voilà. Alors que c'est un phénomène tout à fait normal. Donc, il faut intensifier les actions d'information qui existent déjà, mais qui constituent encore, on va dire, une grande étape où il faut vraiment mettre de l'action, il faut vraiment mettre en action crucial là-dessus. Communiquer sur l'hygiène menstruelle à l'école, ce qui ne se fait pas. D'après déjà une enquête, on va dire, de WILDAF qui s'est faite en 2014, plus de 100% des instituts, des écoles au niveau secondaire ou primaire n'ont pas, on va dire, ne donnent pas l'information sur l'hygiène menstruelle et n'ont même pas de système adapté pour référencer ou bien pour aider les jeunes filles qui ont besoin, par exemple, de serviettes hygiéniques ou autres à aller vers ces services-là. Et encore pire, on remarque que généralement, moi, quand j'étais, on va dire, au niveau du fondamental, il y avait beaucoup de filles qui chômaient entre 5 et 7 jours simplement parce qu'elles avaient leur menstru et elles ne voulaient pas venir à l'école ou manifester certains symptômes ou signes pour qu'on les pointe du bois, voilà, qu'on sache que c'est les menstrues et autres. Et imaginez-vous, 5 jours de perdu dans la vie de 5 jours, combien de 5 jours dans 9 mois, voilà, dans un cycle scolaire. Alors que nous avons besoin actuellement de déployer notre potentiel, de pouvoir agir, de renforcer nos capacités afin d'impacter positivement notre communauté de manière significative, mais on n'a pas ça. Et tout cela à cause d'un phénomène naturel. Imaginez. Merci beaucoup, Sira. Merci beaucoup pour ces informations. Et je vais me tourner directement vers Dr Sidibé. Nous avons la chance d'avoir deux grandes dames docteurs avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour discuter bien sûr de ce sujet qui est en lien avec la santé. Et là, tout à l'heure, Sira a parlé de manque d'information et moi, je voudrais bien que vous expliquez ou sinon vous dites à ceux qui nous suivent quel peut être l'impact de ce manque d'information-là sur la santé d'une jeune fille. Je vous remercie beaucoup. Je remercie vraiment l'initiative de l'INFPA pour nous permettre au moins d'être sur ce plateau et partager ces informations. Et ça fait vraiment un réel problème de santé
au niveau du Mali. Mais avant de répondre à votre question, j'ai beaucoup apprécié la présence de la jeunesse sur ce plateau, puisque tout ce qu'on décide, tout ce qu'on dit, si ils ne sont pas impliqués dès le départ, toutes ces décisions, ça ne sert à rien, puisque tout ce qu'on décide, on les décide pour eux. Et la décision doit être prise devant eux et qu'on fasse tout avec eux. Donc, je vais revenir sur l'hygiène menstruelle. L'hygiène menstruelle, ça constitue un véritable problème des droits de l'homme, surtout à notre niveau, au niveau du Mali. Si on regarde les statistiques, beaucoup d'écoles n'ont pas encore intégré cette notion de gestion de l'hygiène menstruelle. Et même ceux qui ont intégré, le niveau n'est pas satisfaisant. Donc, les jeunes en souffrent beaucoup. C'est pour répondre à une de ces questions. Quand nous, on était en primaire, l'hygiène menstruelle, on n'avait pas aussi la notion. Et une fille qui tâche chez ses pagnes au niveau de la classe, elle était rejetée. Nous-mêmes, on pensait que c'était une maladie. On dit qu'elle est malade. Donc, j'ai eu ces cas spécifiques quand j'étais à l'école. Et cette fille aussi, devant ses parents pour pouvoir s'absenter, créait des maladies imaginaires, soit disant qu'elle est malade, elle ne veut pas revenir à l'école, puisqu'elle a été confrontée à des phénomènes de honte devant ses collègues. De deux, elle avait même peur de ce sang menstruel-là. C'est ce qu'on doit vraiment écraser aujourd'hui, ces tabous. Éclaircir ça devant les jeunes filles, et avant que l'enfant ne soit devant ces phénomènes, que l'enfant comprenne, que les enfants comprennent que c'est un phénomène tout à fait naturel et qu'arrivé à un certain âge, il faudra en parler. Moi, je suis sexologue, j'ai été invitée sur un plateau pour discuter quand est-ce qu'il faudra débattre un problème de sexualité avec son enfant. Je crois qu'il faudra le faire tôt, puisque notre gynécologue vient de le dire, il y a des filles qui peuvent voir ces menstrues très tôt. Et si les parents n'en parlent pas, ça devient un problème, puisque la fille peut penser même que c'est une maladie, comme je l'ai dit, comme elle pourra être rejetée aussi par ses collègues, soit disant qu'elle est malade ou bien autre, puisqu'ils n'ont pas la notion que c'est un phénomène naturel. C'est ce que l'État est en train de mettre en place aujourd'hui pour briser ces tabous en créant l'ONASER, l'Office national santé de la reproduction, pour pouvoir faire face à beaucoup de problèmes de la santé de la reproduction qui existent au niveau du Mali, spécifiquement. Et qu'est-ce que vous faites spécifiquement, si je vais rapidement au niveau de... Parce que là, vous relevez en fait du ministère de la Santé. Et on voudrait bien savoir, en fait, parce qu'il y a ce manque d'accès aux infrastructures sanitaires, il faut le dire. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous faites au niveau de l'État par rapport à cela? Au niveau de l'État, moi-même, je fais partie de l'ONASER, le département santé des adolescents et des jeunes. Et au niveau de ces départements, l'État est en train de mettre au niveau de toutes les structures étatiques des centres MAGE. Ce sont des centres qui sont là, spécifiquement dédiés pour les jeunes, et où les jeunes peuvent venir s'informer, prendre des informations, bénéficier des soins et puis tout. L'accessibilité aux soins aussi, il y a un point qui doit être dégagé au niveau de toutes les structures étatiques dédiées aux jeunes, puisque les jeunes n'ont pas les mêmes programmes que les adultes et on ne veut pas les mettre avec les adultes dans le même rang. Un jeune qui vient pour une consultation ou bien qui veut bénéficier d'un service de planification familiale, il y a la peur de se faire stigmatiser. Pourquoi vous fréquentez la maternité et tout. C'est la raison pour laquelle l'État a décidé de créer des centres jeunes, là où les jeunes peuvent venir s'informer, bénéficier des soins. Au niveau de chaque structure, il y aura des coins aussi dédiés aux jeunes. En plus, il y a des personnels qualifiés qui sont à la disposition des jeunes. Une fois qu'un jeune se présente, c'est le répondant direct pour orienter, pour s'occuper de ces problèmes. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je vais rapidement donner la parole à l'imam pour savoir si réellement ce sujet est librement discuté
je vais dire au Mali ou même ailleurs? Et aussi, une autre question pour vous, imam, d'un point de vue religieux, est-ce que vous pensez qu'une jeune fille qui a ses menstrues est forcément prête pour le mariage? Les menstrues, c'est un fait qui est reconnu par la religion musulmane, à travers même un verset coranique qui signale cela. La couche qui a beaucoup besoin de cela souvent est mise à l'écart, qui est la jeune fille, parce que tout cela, on pense que très généralement, les jeunes filles ne partent pas à la mosquée. Là où on enseigne cette chose-là, les jeunes filles ne sont pas là-bas. Donc, peut-être les religieux doivent créer d'autres canaux pour atteindre la cible réelle. À ce qui est de lier les menstrues maintenant à l'âge du mariage, il y a l'aspect physionomique de la fille qui tient compte. Et parce que là, il faut reconnaître que les menstrues aussi, c'est le début de la puberté, c'est le début de l'âge adulte au vu de la loi religion musulmane. Quand une fille a ses menstrues, donc en face de Dieu, elle respecte les mêmes conditions que sa maman, sa grand-mère. Donc les fautes sont inscrites en son nom, les péchés sont inscrits en son nom, les récompenses sont inscrites en son nom. C'est pour cela, donc, depuis les premiers menstrues, donc la jeune fille rentre maintenant dans la vie des femmes au vu de la religion musulmane. Mais c'est cette confusion-là que nous faisons très généralement pour donner les petites filles en mariage. Alors que pour un mariage, il y a beaucoup de préparations. Il y a la préparation physionomique, psychologique. Souvent, il y a des filles qu'on donne en mariage qui ne savent même pas réellement comment s'occuper du mari, comment même faire le... Malheureusement. Physiquement, ils ne tiennent pas. Psychologiquement, ils ne tiennent pas. Bon. Sur ce plan, comme on le dit, la jurisprudence, c'est souvent les pour et les contre. Nous, notre tendance, nous sommes contre le fait que lier forcément l'âge du mariage au menstru, ce n'est pas une recommandation du prophète. C'est un hadith qui porte à discussion. Alors, c'est une vérité qui nous rassure vraiment, surtout si c'est pourquoi ça porte à discussion. Ça porte à discussion parce que le mariage, avant d'arriver au mariage, il y a plusieurs aspects qui doivent être réunis non seulement pour le jeune garçon, aussi pour la jeune fille. Donc, souvent, madame docteur l'a dit, la fille peut avoir les règles à 12 ans. Comment on peut prétendre donner une fille de 12 ans en mariage? Physiologiquement, elle n'est pas prête. Psychologiquement, elle n'est pas prête. Physiquement, le corps n'est pas prêt à recevoir. Donc, en le faisant, c'est pour vraiment mettre la fille dans des problèmes. Il est vraiment important pour nous que vous donniez ces vérités-là, que vous nous parliez de ces points-là, d'un point de vue religieux. C'est très important et merci beaucoup à vous. D'accord. Alors, je rappelle que ce numéro est inscrit dans le cadre de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, célébrée le 28 mai dans le monde entier. On va rapidement passer à la question suivante. Tout à l'heure, on en a évoqué d'ailleurs. Il s'agit de l'implication des hommes dans l'éducation menstruelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes doivent être impliqués dans l'éducation menstruelle? Mesdames? Ok, merci. À mon avis, les hommes doivent être impliqués dans l'éducation menstruelle et à tous les niveaux de la vie de la femme. La petite fille, c'est d'abord à la maison qu'elle doit avoir l'information par rapport à l'hygiène menstruelle. Et à la maison, il s'agit du papa et de la maman. Le reste de sa vie, la période d'activité génitale, théoriquement, elle se trouve dans un mariage et là, son mari doit être réellement impliqué dans la gestion de l'hygiène menstruelle. Et on doit mettre un accent particulier sur la ménopause et la préménopause. Parce que souvent, on a tendance à penser que la ménopause constitue la fin de la vie sexuelle de la femme, alors que c'est tout à fait le contraire. Les règles vont s'arrêter certainement, mais la vie sexuelle de la femme continue. Et c'est à ce moment capital qu'elle doit être accompagnée par son mari dans la gestion des symptômes de la préménopause et de l'arrêt des menstrues. Merci beaucoup, docteur. Et docteur Sidibé? Oui, j'ai bordé dans le même sens que le docteur. Effectivement, il faudra l'implication des hommes dans la gestion de l'hygiène menstruelle. Puisque qui parle du menstru, qui parlera de l'humanité. L'humanité n'existera pas sans les menstrues. Il faut que les hommes comprennent ça d'abord. Et dans notre pays aussi, il y a beaucoup de tabous autour de ces menstrues-là. Quand la femme est réglée, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dans notre tradition
qui ne sont pas la réalité et que la femme est marginalisée à cause de ça. Donc, quand les hommes vont comprendre que c'est un phénomène naturel et que pendant cette période, la femme a besoin d'une alimentation saine, d'une hygiène saine, elle a besoin de l'eau, elle a besoin d'une attention particulière, je crois que ça va résoudre beaucoup de problèmes dans la famille. C'est clair. Ouais. C'est clair. Alors, on va venir de ce côté par rapport à la même question. On va aller peut-être jusqu'au plus petit. Parce qu'on l'a dit, hein, souvent à l'école, les jeunes filles sont tellement stigmatisées et très généralement, c'est peut-être les garçons. Les garçons qui ne connaissent pas réellement les menstrues, ils n'ont aucune information là-dessus. C'est vrai, à un certain âge, quand tu te maries, tu es obligé de le savoir, en quelque sorte. Mais là, quand tu es petit, est-ce qu'il faut aussi t'impliquer dans cela? Sira, Imam, qu'est-ce que vous en pensez? Justement, pour en venir à ce point, j'ai vu que mes mamans avaient beaucoup évoqué la particularité homme. C'est ça. Voilà. Moi, je me dis que la jeunesse, on va dire, c'est l'espoir. La jeunesse, c'est l'avenir. Et ça commence, l'éducation, ça commence dès le plus bas âge. Donc, il sera aussi pertinent de les intégrer, on va dire, à cet aspect-là d'hygiène menstruelle dès le bas âge. Comme ça, eux, ils seront la relève et ils sauront comment faire avec leurs enfants, ainsi de suite. Et là, on va sortir de ce cadre-là constant, on va dire. C'est devenu un cercle vicieux. On n'en parle pas et ça va continuer si on ne le change pas dans le bas âge. Donc, commencer par ces jeunes hommes et ces jeunes filles, les éduquer pas que sur l'hygiène menstruelle, mais de tout ce qui concerne leur épanouissement et leur autonomisation et tout ce qui concerne leur corps et leur santé. Il faudrait les éduquer dans ce sens-là. Et justement, il y a une nouvelle tendance appelée la masculinité positive qui intervient dans ce cadre-là et qui veille vraiment à intégrer les hommes et les jeunes garçons dans tout ce qui concerne, tout ce qui touche parallèlement aux femmes et aux filles. Voilà, parce que très souvent, c'est nous les jeunes filles qui plaidons pour notre cause. Justement, le concept de la masculinité positive veut que les hommes et les jeunes garçons plaident pour la cause des femmes. Tu ne peux pas plaider pour une cause sans pourtant le comprendre, sans pourtant le savoir. C'est clair. Voilà, donc moi je m'accentuerai sur ce point-là. Merci beaucoup, Sira. Alors, Imam, est-ce que vous pensez que les jeunes garçons, on va le dire comme ça, doivent être impliqués dans la gestion, on va dire, de l'hygiène menstruelle? Les jeunes garçons. Les jeunes garçons, à un certain niveau, on peut les impliquer. Mais pour les jeunes garçons, on peut les informer. En cas de ça, il faut faire comme cela. Parce que comme ma soeur l'a dit, je suis enseignant, il y a beaucoup de filles qui ont abandonné l'école pour cet état de fait. Moi, je peux en témoigner. Si les garçons sont informés de cela, que ce n'est pas une fatalité, c'est un fait naturel, si on leur dit que bon, toi, à un certain âge, là, quand tu te couches, tu rêves, tu trouveras que ton pantalon est mouillé, c'est le même facteur que la fille. Bon, là, le garçon va comprendre que Diara, c'est naturel. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une fatalité, elle n'a rien fait de grave. Ce qui m'arrive là, c'est ce qui arrive en d'autres sens. Donc, il va comprendre, donc la gestion serait mieux et peut-être que même dans les lieux d'apprentissage, on ne va plus se moquer des filles pour ce fait. Ils doivent être impliqués à des niveaux. D'accord. Merci beaucoup, Imam. Et j'espère que les parents qui nous suivent ont bien compris cela. Alors, on va, pour terminer, parler de précarité menstruelle. Il y a de ces jeunes filles qui, malheureusement, à l'âge en fait, de voir leur menstrues, n'ont pas, on va dire, les moyens qu'il faut pour s'assurer une bonne hygiène menstruelle. Est-ce que, comment, on va dire, cela impacte en fait sur leur bien-être? Comment cet aspect-là impacte leur bien-être? Docteur? Docteur Sylvia, allez-y. Allez-y. Merci. Et la précarité menstruelle, il faudra en parler aussi. C'est une très bonne question. Et cette précarité, ce n'est pas seulement la protection. Je peux dire élargir cette précarité sur d'autres aspects, qui est l'accès à l'eau, l'accès aux conditions, même pour être à l'aise, pour changer, alors vous êtes la mieux placée pour nous parler de ça. sans être gêné. Tout ça là, je peux élargir dans ça. Mais une jeune fille qui n'a pas les moyens, on peut utiliser les moyens, ses moyens de bord, d'autres même des feuilles
pour pouvoir se protéger. Mais ce n'est pas l'idéal, puisque ça crée beaucoup de problèmes après que ma collègue va développer. Une fille qui se protège avec des serviettes usage multiple. Si elle ne connaît pas certaines choses, il y a beaucoup de tabous autour de ça d'abord. Puisqu'on dit que si ces serviettes-là, quelqu'un va prendre ça derrière cette fille, elle risque d'être stérile pendant toute sa vie. Je cite un parmi tant d'autres autour de ça. Donc, une fois que la fille a ça, elle est d'abord renfermée. Elle ne sait même pas comment sécher ces protections-là. Donc, elle sera obligée de le cacher dans un coin malpropre ou bien dans un coin là où l'humidité est là toujours et elle va l'utiliser avec ses risques d'infection qui va se développer. Même l'infection là, elle a du mal à parler avec quelqu'un. Mais maintenant, après les menstrues, ces serviettes-là, comment les garder? Elles restent toujours sur ses fins. Compte tenu de nos contextes, actuellement, ça va mieux. Sinon, dans nos grandes familles où les jeunes filles n'ont pas leur chambre individuelle, ça pose des problèmes pour pouvoir garder ces serviettes-là. Donc, voilà, donc, il faut vraiment, je laisse la parole aux autres comme on a pris par le temps. Oui, vraiment, oui. Merci beaucoup, Dr. Sidibé, Dr. Tal. Oui. Je pense que la grande sœur a déjà tout dit. Moi, l'aspect sur lequel je vais un peu me pencher, c'est l'aspect protection de l'environnement. En fait, il y a différents types de matériel que les femmes et les filles utilisent pour vraiment sauvegarder leur intimité et leur dignité. Et parmi ces différents types de matériel, il y a des cotons à usage unique, il y a des tampons, mais il y a également des tissus réutilisables. Et ces tissus, l'essentiel, c'est de les rendre propres, de les sécher et de les décontaminer régulièrement avec des solutions d'eau de javel de préférence. Merci beaucoup. Sira, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, mes mamans m'ont appris un tas de choses que je ne savais même pas. Voilà, d'où l'avantage de cette discussion, éventuellement. Alors, moi, j'aurais juste une petite question par rapport à ça. Vous avez dit de faire avec les moyens du bord, mais ce n'est pas l'idéal. Que préconiseriez-vous, vous, en tant que maman, avec moi, par exemple, jeune fille, dans un contexte rural, avec, on va dire, le strict nécessaire? Que faire pour me préserver ma dignité? Bon, moi, je vais rebondir sur une de ces inquiétudes-là. Quand elle me parlait que qu'est-ce que nous préconisons en tant que maman, c'est toujours le système d'information. Ce n'est pas en tant que mal d'utiliser ces serviettes à usage multiple, mais il faut informer la personne comment préserver ça, comment l'utiliser. Et après l'utilisation, qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois faire pour garder? Et tout ce qui entoure là, comme idée autour de ces matériels que la femme utilise et qu'il y a le risque, un risque que les gens ont développé. Oui. Il faut essayer de briser l'obscurité là, oui, et éclairer les filles sur le bon usage de ces. Donc, brisons le tabou. Puisqu'on ne peut pas dire que tout le monde a les moyens d'aller payer les jetables. Il doit avoir une politique pour que l'accessibilité à ces produits à usage unique soit abordable, que les prix soient abordables à tous les niveaux et que la disponibilité soit là pour que tout le monde puisse en bénéficier. Dans notre temps, ce n'est pas toutes les filles qui pouvaient utiliser les serviettes jetables, hein. C'était trop cher. Mais je crois que beaucoup de pays ont compris et on tend vers ça aujourd'hui. Les cotons sont produits chez nous ici. Et il y a de bonnes initiatives pour la fabrication de ces serviettes-là. Donc, il faudra divulguer les informations, donner les informations à nos enfants pour qu'au moins, je ne peux pas dire les filles seulement, même les garçons, pour qu'au moins il y aura un temps. Quand nous, on était grandes et on ne pouvait pas l'avoir même, mais actuellement, c'est partout dans les petits magasins, les annexes là, même dehors, les gens se promènent. Les couches d'enfants, ça revient à la même chose. Des bébés, avant, on ne la trouve pas. Mais actuellement, c'est partout. Donc, on va vers ça pour que le prix soit abordable et que l'accessibilité soit là, partout, à tous les niveaux, même dans les grands confins
dans les hameaux. Merci beaucoup, Voilà. Tanti. Merci. Je Ouais. pense qu'on est vraiment pris par le temps. Je vais demander à l'imam de passer un message auprès de ses confrères leaders religieux, parce qu'il nous a appris énormément de choses aujourd'hui et on voudrait vraiment qu'il passe un message fort à l'endroit de ses confrères pour qu'enfin cette situation soit, on va dire, arrangée d'un point de vue religieux ou qu'il y ait en tout cas une solution durable. Si j'ai un appel à lancer, c'est les appeler à mieux cerner les textes religieux. Parce que pas seulement que dans ce domaine, une mauvaise interprétation d'un texte religieux peut aboutir à beaucoup de conséquences. Donc, et n'importe qui aussi n'est pas appelé à prêcher. Le second appel, c'est que tout le monde s'implique dans cette affaire, parce que c'est une affaire d'intérêt commun. C'est la question de la famille qui est en jeu. Donc, quand la famille est en jeu, donc c'est le noyau même de la société, donc on doit s'intéresser à cela pour avoir une société meilleure. Donc, c'est cet appel-là que j'ai à lancer. Dans les prêches, ne pas se limiter seulement à expliquer, mais aller un peu au-delà, parce que c'est ça dont il est question. Et l'appel que je pourrais vous lancer, ou vous aussi, c'est de rapprocher les leaders religieux, parce qu'il y a certains aspects que nous ne connaissons pas. Il y a certains aspects, les aspects modernes concernant la... J'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui que je ne connaissais pas. Donc, si les gens sont formés à cela aussi, ça pourrait les aider à mieux parler de ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup à vous, Sira, pour les mots de fin. Alors, pour les mots de fin, je souhaiterais tout d'abord remercier le Fonds des Nations Unies pour la population ainsi que les PGM qui ont bien voulu organiser ce cadre d'échange où j'ai énormément appris. Le savoir n'est pas universel et je le confirme une fois de plus à travers ce que mes mamans et mon papa ici présents m'ont appris. Ce que moi j'aurais comme dernier mot à lancer, c'est vraiment un cri de cœur de la part de la jeunesse, mais surtout de toutes mes sœurs jeunes filles qui nous regardent en ce moment, qui sont dans les contrées ou qui n'auront peut-être pas la chance de voir cette émission-là. C'est vraiment de prendre toutes les dispositions idoines au niveau des leaders religieux, au niveau du ministère de la Santé, mais également aussi de nos structures sanitaires, de penser à nous. Et adresser un dernier message au ministère de la Santé et du Développement social, ainsi qu'à l'Office national de la santé de la reproduction. Aidez-nous afin de stopper, on va dire, cette précarité qui tourne autour de l'hygiène menstruelle. Créer des programmes forts et inclusifs qui nous concernent tous et qui peuvent nous aider éventuellement. Merci à vous. Merci beaucoup, Sira. Un cri de cœur, un message fort. Docteur Tal, les mots de fin. Je dirais que les menstrues sont un phénomène physiologique qui nécessite quand même une attention particulière. Je ne saurais terminer mes propos sans d'abord saluer les femmes et les filles qui sont nos partenaires de tous les jours. Et en passant par les PGM Barreau et par l'UNFPA, grâce auquel ce débat a eu lieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Docteur Sidibé. Oui, merci beaucoup. Je remercie l'UNFPA et PGM. Ça, c'est pour l'initiative. Et je vous dirais vraiment bon courage pour le reste, pour qu'un jour, qu'on se retrouve pour débattre d'autres problèmes, d'autres sujets concernant les jeunes. Votre cri de cœur a été pris en charge déjà par le ministère et nous souhaitons vraiment que Dieu nous donne la force de surmonter la pente et d'atteindre l'objectif de l'ODD 3 d'ici 2023. L'ONACER est là-dessus et ensemble, c'est multisectoriel, hein? Ensemble, je pense que nous y arriverons. Merci et bonne continuation à vous aussi, les jeunes. Merci beaucoup à vous. Oui. Merci sincèrement. Un débat très instructif et très constructif qui, nous osons espérer, servira à l'ensemble des parties prenantes, surtout vous qui nous avez suivis. Merci beaucoup à vous. Merci à l'UNFPA pour l'accompagnement de ce numéro. On se dit à très prochainement pour un prochain numéro d'EPGM Barreau. Merci beaucoup.